Quoi Pax, encore une vidéo carte graphique sur ta chaîne? Bah oui, évidemment, c'est le moment des sorties des cartes graphiques. D'ailleurs, cette fois-ci, on va changer de couleur, on va pas aller chez les verts, on va aller chez les rouges avec AMD, avec cette 7600 XT. Alors, c'est le modèle Asus TUF que je vais pouvoir essayer et vous donner mon avis sur cette carte graphique. Mais effectivement, c'est le moment des cartes graphiques. Il y a eu des refreshs chez la concurrence aussi. D'ailleurs, ne loupez pas la vidéo de cette semaine qui devrait sortir dans 2 ou 3 jours maintenant au sujet de la 4080 Super. Donc, on va s'attarder sur cette AMD, forcément. Donc, c'est une belle petite carte que vous pouvez voir ici. Et vous allez voir qu'elle a quand même pas mal d'intérêt et aussi quelques doutes au niveau de son positionnement. Bon, on va pas trop traîner, on va pas trop laisser de suspense. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, donc on va parler un petit peu de spécifications, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme sur la dernière vidéo, je vais vous la démonter et on va parler des spécifications de cette carte en la démontant. Vous allez voir, ça est un peu plus cohérent finalement lorsqu'on voit exactement ce qu'elle embarque. Et ça, c'est pareil, c'est maintenant. Voici donc la carte et son beau PCB, donc on peut la voir là. C'est plutôt relativement propre, ça reste forcément de l'Asus TUF. Je rappelle toujours qu'en l'Asus TUF en qualité-prix, ça reste quand même quelque chose qui est plutôt pas mal à chaque fois. Donc on va un petit peu discuter de tout ça. Par contre, vous pouvez remarquer, comme justement j'ai pu voir avec la précédente carte, vous remarquerez bien que là, cette fois-ci, il n'y a pas de vernis au-dessus du PCB. On peut vraiment s'en rendre compte. On va analyser un petit peu ça. On va commencer simplement par le PCB avant et après on va le voir derrière. Et on va parler justement un petit peu des specs autour de cette carte-là. Donc on va la mettre bien ici. Donc quelles sont déjà les premières différences qu'on peut avoir avec l'ancienne 7600? Bah écoutez, cette XT n'a pas particulièrement beaucoup de changements comme vous pouvez le voir ici. On va avoir le même bus de 128 bits. La grosse différence c'est qu'on va passer à 16 Go de VRAM maintenant. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Comme c'est de la GDDR6X, on est donc à 2 Go par puce. Donc 8 x 2, on tombe à 16. Donc nous allons avoir le même processeur qui fait partie de la famille des RDNA 3. On va être gravé en 6 nanomètres et les deux vont contenir 13,3 millions de transistors. On a forcément la même superficie étant donné que c'est la même. On est sur 204 mm². On a des unités de calcul à base de 32, accélérateur de rayon 32 et les IA accélérateurs, on serait avec 64 unités des deux côtés. Donc ce serait pareil, il n'y aurait pas gros changements. Les gros changements qu'on va pouvoir avoir, ça va être sur les fréquences. Donc l'ancienne, la XT non X était à 2 Go 25 en clock basique. Et là, on va passer à 2 Go 47 en sachant aussi qu'en boost, on passe de 2,66 à 2,76. Les deux auront une bonne passante mémoire efficace de 476 Go octets par seconde. Donc en gros, pour résumer, hormis la fréquence et le plus de VRAM, ce sont exactement les mêmes cartes. Mais on va quand même s'apercevoir qu'il y aura quand même une grosse différence dans les performances quand même
heureusement, le boost aidant, les fréquences aidant et aussi la VRAM certainement un petit peu, car nous passons de 8 à 16. On parlera aussi un petit peu de RAM. Pour moi, ce serait plus un modèle qui était adapté aux alentours de 12. Nous allons compter maintenant le nombre de phases d'alimentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut savoir que c'est généralement une alimentation qui va être en biphasé sur ce type de carte. Je voulais quand même mesurer un petit peu, c'est les épaisseurs de pâte thermique. Alors c'est une pâte thermique que j'aime beaucoup, quelque chose de très propre, très gras. Donc on est à 2,5, là elle est compressée, c'est de 2,5 mm, ça reste quand même un peu épais, en tout cas pour tout ce qui est refroidissement des alimentations, des phases d'alimentation et des MOSFET. Par contre au niveau de la VRAM, je peux déjà vous dire que c'est quelque chose qui est très mince et ça c'est un bon point pour Asus. Donc je suis à 1 mm. Donc nous sommes à 1 mm, donc c'est quelque chose qui est très bien. Et au sujet donc de cette pâte thermique, elle est un peu moins grasse que ce qu'on a pu voir la semaine dernière, mais on peut s'apercevoir que c'est quand même quelque chose déjà de bien gras. Donc là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Nous allons maintenant détailler un petit peu le circuit de refroidissement. Donc c'est un circuit simple, il n'y a pas de chambre à vapeur. D'ailleurs, il n'y a pas nécessité à l'avoir pour une consommation aux alentours de 200 watts. On a ici donc encore une fois le pad que j'ai mesuré et on a 1, 2, 3, 4, 5 caloducs. Donc ils sont pas full cuivre, derrière j'imagine qu'ils sont en cuivre, mais ils ont un bain par dessus qui les recouvre, donc je pense que c'est un bain de nickel à confirmer bien évidemment. Le système d'ailette qu'on peut voir ici est aussi relativement propre, donc on peut enlever directement le système de refroidissement et je peux vous le montrer. Voilà. Donc on a la coquille qui suit comme vous voyez avec les 3 ventilos et les 3 ventilateurs ne vont pas tourner dans le même sens. Celui-ci va être à l'opposé donc des deux autres à gauche et à droite, ce qui va offrir un flux d'air supplémentaire. On me pose d'ailleurs souvent la question, est-ce que je démonte la carte avant les tests ou après les tests? Je démonte la carte toujours après les tests bien évidemment. Et là, d'ailleurs les tests je les ai déjà faits et justement nous allons maintenant passer au test de cette carte graphique. Alors effectivement, on peut se poser la question, à part ces 16 Go de VRAM, elle est très proche d'une 7600 classique. Et oui, effectivement, elle est très proche, mais vous allez voir que finalement, elle se détache quand même au niveau des jeux et pas de peu vis-à-vis de l'ancienne 7600. Le mieux, c'est de voir ça en images, donc on va commencer par des benches professionnels et ensuite on ira sur les benches de jeux vidéo. Donc on commence les benches pro maintenant. Nous allons commencer avec Adobe Premiere et toujours pareil, c'est la même configuration que les autres tests, toujours avec le même fichier de ProRes de un petit peu plus de 100 Go. Alors la partie haute du tableau, ça sera sans effet et avec la partie basse du tableau, ce sera avec effet et masse d'effet. Donc on sait déjà que dans la partie haute, la carte a peu d'impact finalement parce que tout va se jouer autour du processeur. Dans ce cas de figure, c'est un 13900K comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on parlera des effets. Donc sans effet, on peut s'apercevoir qu'elle est entre une Intel 770, entre 13 secondes, et une 3060 Ti ou une 4060 Ti. Donc voilà, c'est son segment dans les cartes que j'ai pu essayer, mais ça reste très limité, comme je vous avais dit. La partie qui va nous intéresser, ça va être la partie basse du tableau, là où il y a eu masse d'effets. Donc c'est toujours sur des temps de rendu, ce que vous voyez c'est exprimé en minutes. Sur de l'H264, on a 16 minutes et 55 secondes pour le temps de rendu. Donc on est quand même bien en dessous d'une 3060 Ti, mais on reste légèrement en dessous d'une 4060 Ti. Alors pourquoi j'ai mis la 4060 Ti? Tout simplement à cause de ces 16 Go de VRAM, forcément. On est dans un côté professionnel, donc on essaye ça. Ensuite, en H265, écoutez, elle est aussi en dessous, elle est à 1597 contre 1447 avec une Ti. Elle reste aussi moins chère, on est bien d'accord, j'insiste bien. Mais elle a aussi un temps de rendu supérieur à une Intel qui a aussi 16 Go de VRAM. Donc elle est là, la 770. Ensuite, on passe en AV1. Et en AV1, encore une fois, l'Intel sait mieux faire. Bon, alors c'est que de 30 secondes, effectivement, le pourcentage est minime. Mais il faut noter quand même que du coup, elle se place en dessous d'une 4060 Ti en 16 Go de RAM. Donc c'est la carte la moins chère à l'heure actuelle des dernières générations. Et la 770. Alors comme je vous dis, c'est minime, on parle de quelques secondes bien évidemment. Ensuite, nous allons passer sur Blender, donc sur le bench en version 4.00 et on arrive à avoir un score de 1295. Ça reste un beau score aussi pour ce segment-là, mais forcément, j'ai dû la comparer à l'ancienne carte, donc qui est quasiment la même, mais qui n'a pas les 16 Go de VRAM.
Et de là, on se rend compte que finalement, c'est exactement la même chose. Voilà, et aucune différence si vous allez avoir 3 points, mais en soi, c'est rien du tout, c'est complètement pin-up. La VRAM, on peut se rendre compte, en tout cas sur Blender, il n'y a pas vraiment d'impact sur ce bench-là. Ok, très bien. On va continuer les benches avec les jeux vidéo. Donc ça va être sur plusieurs sessions. Déjà, on va essayer de la rasterisation sur 10 jeux. Et ensuite, on va essayer 3 jeux supplémentaires sur les technologies associées. Donc on sera sur 10-13 jeux finalement. Et c'est parti! Avant de commencer les tests de jeu, on va parler du protocole qui est encore une fois le même. Je suis sur un 13900K de chez Intel avec 32 Go de RAM en DDR5 à 6000, un NVMe de 1 Tera et le tout posé sur une carte mère Apex Z790 de chez Asus. Donc on va pouvoir maintenant commencer et on va commencer par Far Cry. Alors comme vous le voyez, j'ai pu la comparer à une 6700 XT, ce n'est pas pour rien parce qu'on va parler évidemment aussi de prix, à une 3060 Ti, à une 4060 Ti 16 Go et une 7600 tout simplement parce que c'est la 7600 non XT et là on fait la XT. Donc déjà on peut s'apercevoir qu'en gros elle est au-dessus de la 7600 mais en soi c'est une 3060 Ti en termes de performance en 1080p. Lorsqu'on passe en 1440p, la seule carte qui est en dessous d'elle de 6% c'est la 7600. Nous allons continuer sur God of War et les résultats sont encore une fois les mêmes, c'est-à-dire qu'en gros, à part la 7600, elle se fait dépasser par tout le monde, comme vous pouvez le voir. On peut aller même jusqu'à 11% pour une 6700 XT. Et par rapport à l'ancienne 7600 en 1080, bien entendu, celle qui la domine de 10% et 12% en 1440p, mais par contre un moins 13% comparé à la 6700 XT. Sur Alan Wake, écoutez, c'est encore une fois un petit peu pareil, en tout cas en 1080p. Elle domine uniquement la 7600. Mais par contre, dès qu'on passe cette fois-ci en 1440p, il y a un petit changement. On voit qu'elle dépasse la 6700 XT et la 3060 Ti et un beau plus 13% d'ailleurs pour la 7600. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, si on ramène ça en FPS par rapport à la 6700, on est en train de parler de 1 FPS, bien entendu, mais ce qui représente en soi 2%. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître effectivement le pourcentage, mais des fois il faut quand même le ramener à l'image par seconde. Ensuite sur Starfield, écoutez, bon enfant, bon élève, il fonctionne plutôt bien comparé au reste des cartes, hormis bien entendu la 4060 Ti, voilà avec ses 16 Go de RAM, mais en soi c'est normal, la 4060 Ti est au-dessus clairement de toute façon, mais regardez bien comparé à la 6700 XT, il lui fait un petit 4% à la 3060 Ti, un petit beau 10% à la 7600, et lorsqu'on passe en 1440p, plus 2 et un plus 8. Bon, c'est plus ou moins correct, c'est pas dingue non plus, mais c'est déjà un petit peu mieux. Et lorsqu'on passe sur Valhalla, ça y est, on recommence. On domine uniquement l'ancienne 7600 de 5% en 1080p et de 6% en 1440p. Ensuite, sur Cyberpunk, écoutez, ça continue. Un 10% sur la 7600, sinon du reste, elle reste en dessous. Par contre, relativement très proche en 1080p de la 6700 XT, il n'y a que 1% d'écart, c'est quasiment rien. Même en 1440p, c'est 2%, c'est quasiment rien. Et elle est 8% au-dessus aujourd'hui de la 7600. Sur Forza Horizon en 1080p, écoutez, ça continue. Regardez bien, c'est quand même assez répétitif finalement. Par contre, un petit 13% comparé à la 7600, c'est toujours fortement agréable. Et en 1440p, écoutez, c'est 8% par rapport à la 7600. Et sur le reste, elle reste aussi inférieure. Sur Last of Us, alors sur Last of Us, écoutez, elle lui met un petit 3% à la 3060 Ti, par contre un beau 22% comparé à la 7600 classique et un 39% en 1440p. Donc ça c'est bien et ça signe aussi que cette carte sait faire du 1440p, donc c'est plutôt pas mal. Et un plus 10% pour la 1440p encore une fois par rapport à la 3060 Ti. Par contre un beau moins 16% comparé à la 6700. On va parler un petit peu de moyenne maintenant. Et dans cette moyenne de jeu, comme vous pouvez le constater, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Elle est juste au-dessus finalement d'une moyenne de 10%, que ce soit en 1080p ou en 1440p par rapport à la 7600. Exactement 9% en 1080p et 10% pour la 1440p. Et voilà, donc les chiffres tombent effectivement. On va parler aussi de prix comparé aussi aux autres modèles parce que forcément, il va y avoir du débat. Ça va se passer aussi en conclusion. Mais en soi, on a pu le voir, elle met quand même
pas mal de marge supplémentaire à l'ancienne 7600, mais en termes de positionnement tarifaire comparé à des cartes qu'on voit actuellement comme des 6700 qui eux aussi bénéficient de technologies associées, on ne sait pas trop quoi penser. Mais justement, on va parler de technologie associée, c'est maintenant. Alors nous allons parler maintenant un petit peu de technologie forcément, et on va commencer par du simple FSR. On va commencer par le FSR de base, donc en rasterisation sur Cyberpunk, j'arrive à avoir 89 images par seconde. On lui met un petit FSR qualité, on passe à 110, c'est-à-dire 24% supplémentaires, ce n'est pas des moindres. En équilibré 123, donc 38% supplémentaires et 54% supplémentaires, ce qui va l'amener à 137 images par seconde. Donc encore une fois, quand on va parler d'FSR, je vais parler d'FSR équilibré parce que ce qui me paraît être forcément le plus juste rapport entre performance et qualité. Et donc de ce fait, en 1440p, on passe de 54 images par seconde à 84 avec le FSR équilibré, soit 54% supplémentaire. Sur Forza, on va parler d'un petit peu plus de technologie. Nous allons parler de Fluid Motion Frame, donc le FMF, le FSR qualité, le FSR équilibré encore une fois, et le FSR performance. Donc sur Forza, en rasterisation, en 1080p, j'avais 111, et si j'active directement le FMF, je passe à 254. On va reparler de ce FMF parce qu'il m'a littéralement surpris. Il est très bon. Donc ça, c'est un très bon point pour AMD. Et ensuite, vous pouvez voir qu'en équilibré, je passe à 138. Donc de 111 à 138. Il faut savoir que le FMF me ramène 129% supplémentaire en 1080p. Et lorsqu'on passe en 1440p, on peut s'apercevoir que j'ai 100% d'images en plus. De 95 images par seconde, je passe à 190 et 115 images en FSR équilibré. Donc c'est vraiment un gros avantage qu'ils ont, c'est de pouvoir actionner ce FMF, ce Fluid Motion Frame dans tous les jeux. À partir du moment où il utilise DirectX 11 ou 12, ça fonctionne très bien. Nous allons passer maintenant sur Avatar. Sur Avatar, alors on va faire un petit peu différent aussi. Donc j'ai une rasterisation à 52 images par seconde. Alors je rappelle bien qu'à chaque fois, tous les jeux sont en full, bien évidemment. Donc on a 52 images par seconde et dès que j'active donc le FMF, j'obtiens 98 images par seconde, soit plus 88%. Donc c'est plutôt pas mal. Et si j'active le FSR 3, je passe à 85%, soit 96 images par seconde. Mais attention, ce qui est plutôt pas mal, c'est que si j'active les deux, j'ai un boost de 229%, ce qui m'amène à 171 images. Donc de 52 images, je passe à 171 images. Et là, vous allez me dire, ouais mais Pax, est-ce que c'est beau graphiquement? Bah, on va en reparler, bien évidemment, mais les résultats en termes de performance sont bien là, comme vous pouvez le constater. Maintenant, en 1440p, je passe de 133 à 55 lorsque j'active le FMF. Lorsque j'active uniquement le FSR équilibré 62 et si j'active les deux, 110 images par seconde, ce qui nous ramène à 233% supplémentaire. Bravo AMD, sur ce coup-là, c'est impressionnant. Alan Wake, en 1080p, je suis en rasterisation à 64 images par seconde. Alors, on va y aller par étapes. J'active uniquement le Fluid Motion Frame. Je passe à 116, ce qui me donne 80%. Si j'actionne uniquement le FSR, j'ai 44% supplémentaire, ce qui me donne 92 images par seconde. Et quand j'active les deux, je passe à 166 images par seconde. Alors ça, c'est magnifique. Mais par contre, quand je vais actionner des technologies de lumière comme le Path Tracing ou le Ray Tracing, je retombe à 64 images par seconde, malgré que j'ai le FSR et le FMF activés au même moment. C'est-à-dire que ça va juste compenser les ressources demandées. Il faut savoir que le Path Tracing est vraiment ultra gourmand. En 1440p, bah écoutez, regardez bien, c'est un petit peu pareil. J'ai une rasterisation de 46 et je passe à 47 lorsque j'active toutes les technos, plus les lumières. Là, on a juste une image par seconde. En soi, le Path Tracing est beaucoup trop gourmand pour ce type de carte, en tout cas sur ces jeux-là, bien évidemment. Donc à bien mesurer ce que vous voulez faire dans vos jeux, bien mesurer les technologies dans lesquelles vous voulez aussi investir, mais sachez que le Fluid Motion Frame fonctionne franchement très bien. Alors, on a pu le voir, ce Fluid Motion Frame, c'est le futur de la part de AMD. Ça fonctionne très bien.
quelques petits défauts graphiques, je vais vous les expliquer, je vais aussi vous montrer quand même la qualité en image. Je n'ai pas réussi à le saisir sur vidéo parce qu'on s'en rend pas compte, il faut être en face. C'est que lorsque vous bougez trop votre souris, il y a un petit effet de mouvement de flou. Mais j'insiste bien, il faut quand même bouger la souris rapidement. Je pense que c'est une étape, j'espère qu'effectivement ça sera amélioré, mais on va quand même voir les qualités graphiques et ça c'est maintenant et ce sera sur Avatar. Alors nous voilà maintenant sur une scène d'Avatar où j'active le Fluid Motion Frame afin de voir si on a une grosse déperdition d'image ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, là il n'est pas activé et là il est activé. Ce qui veut dire qu'en fait du côté droite il est activé, du côté gauche il n'est pas activé. Donc on va essayer de se balader un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très propre. Je vois un petit quelque chose, regardez ici par exemple, on voit un petit quelque chose. C'est pas fou. Voilà. Vous voyez, au niveau, par exemple, au niveau du rocher ici, est-ce qu'on voit vraiment quelque chose? Au niveau des plantes, c'est vraiment très minime. Au niveau du bot, là, en train de cramer, pas trop non plus. Les algues, enfin, il faut savoir que l'eau bouge aussi, donc c'est pas forcément une référence, mais la qualité de la structure de l'eau est plutôt quasiment identique. Si on va vers l'autre côté de la Seine, on s'aperçoit pareil, hein, les reflets dans l'eau. Moi, je vois très peu de différence. On voit peut-être un petit léger quelque chose ici. En tout cas, ça reste minime. Et tout ça pour multiplier par 2 le nombre de FPS. Oui, clairement, ça vaut le coup. Comme on peut le voir, ça reste relativement propre et le gain en FPS est monstrueux. C'est simple, hein, c'est clairement monstrueux. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut en plus donc cumuler le DLSS et le Fluid Motion Frame. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est le gros avantage en ce moment que je trouve au sujet de cette carte, mais pas que finalement. Toutes les cartes AMD de 6e et de 7e génération peuvent y bénéficier à partir du moment où ils vont utiliser des jeux en DirectX 11 ou 12. Donc en soi, c'est vaste. Et justement, on va en parler justement par rapport à la conclusion, par rapport à son positionnement et par exemple, surtout comparé à la 6700. Vous savez que j'aime bien maintenant mettre un petit peu d'IA dans nos protocoles. Donc ça va être maintenant, c'est le moment IA. Est-ce que ce type de carte sait faire de l'IA? Bah écoutez, c'est maintenant. Alors pour commencer les tests en IA, on va commencer tout simplement pour changer un petit peu sur un chatbot et on va voir comment elle se débrouille. Donc un chatbot installé en local et on a comme modèle Llama 13B. Donc je vais poser 3 questions et de plus en plus complexes et on va voir le temps qu'il met à répondre. Première question, salut, comment t'appelles-tu et parles-tu français? Voilà, maintenant je vais poser une question un petit peu plus complexe. Peux-tu me décrire la formule de E égale MC2? Et là, je lui pose une dernière question. Il me faudrait combien de temps pour aller au soleil à une vitesse de 100 km/h? Alors ça a mis aussi plus de temps, mais il me répond en plus avec de l'humour, donc c'est plutôt pas mal. Donc il me dit qu'il me faudrait environ 400 ans, c'est plutôt pas mal pour tous ceux qui se posaient la question. Et il termine quand même avec de l'humour pour me dire, c'est-à-dire que tu seras déjà mort depuis longtemps avant d'arriver. Alors ça, c'est plutôt pas mal, un peu d'humour. Donc pour utiliser un chatbot, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est relativement rapide. Il y a de quoi converser et avoir un assistant sur son PC. Nous allons continuer avec de la génération d'images. Et comme d'habitude, je vais faire le même test. Un chien dans une voiture et on va voir le temps qu'il met. Donc on a pu voir un petit peu le temps que ça prend. Donc effectivement, ça prend beaucoup plus de temps que les tests que j'ai fait auparavant. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes gammes de prix de cartes graphiques. Donc en soi, tout est logique. Je vais lui demander maintenant de me créer 10 images. Donc c'est toujours des images de 512 par 512 pour voir le temps cumulé sur 10 images. Et c'est parti.
Voilà, donc comme vous voyez, ça reste quand même un petit peu long. Bon, en soi, on peut toujours attendre aussi, hein. Mais on a aussi une autre solution qui est un autre outil qui s'appelle Amuse. Et de là, je vais essayer donc avec un autre modèle qui est un modèle qui s'appelle SDXL Turbo. Donc comme le nom l'indique, c'est quelque chose de plus léger et beaucoup plus rapide. Et nous allons donc essayer le prompt. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus rapide. Et on va changer de prompt. Tiens, on va mettre un panda qui fait du surf. Alors c'est beaucoup plus rapide, on peut le voir, donc c'est aussi lié au modèle forcément. Alors on va quand même essayer un autre modèle, quelque chose qui tourne autour de l'univers comics, et on va voir, je vais lui demander un policier à New York. Voilà, alors c'est un peu plus lent comme on a pu s'en apercevoir auparavant avec l'autre modèle en mode turbo forcément. Donc oui, l'atelier peut vous valider que cette carte peut vous permettre de faire de l'IA en local sur votre PC. Il y a de quoi s'amuser. Effectivement, vous n'aurez pas des performances professionnelles en termes de rapidité, mais on n'est pas du tout sur le même segment de prix qu'une carte comme une 4070 par exemple ou une 4090. On est bien d'accord. Alors on peut s'apercevoir qu'on peut déjà un peu jouer avec l'IA avec cette carte graphique et pas des moindres, hein. On peut faire de la création d'images et on peut créer un chatbot. Et le chatbot est plutôt pas mal, donc tout en local, elle s'en sort plutôt bien. Alors faut savoir qu'avec le modèle 8 Go ce n'est pas possible parce que c'est bloqué par rapport donc au soft. Donc avec ce modèle 16 Go, du coup c'est déverrouillé. Et on va justement parler de ces 16 Go parce que est-ce que du coup, est-ce que c'est bien utile 16 Go sur ce segment de carte graphique qui ne fait pas de 4K? Rappelons-le que cette carte est conseillée pour faire du 1080p. On peut aller sur de la 1440p et même facilement avec donc du fluid motion frame. Et ça fonctionne même très bien. Mais est-ce qu'on a besoin de ces 16 Go? Donc j'ai fait le même test que j'ai eu fait il y a 2 semaines sur Last of Us, qui est un jeu très gourmand. Donc j'ai tout mis au maximum, tout en ultra. Et puis je vous montre ça tout de suite. Et afin de pouvoir tester donc le volume de VRAM utilisé, on va toujours utiliser Last of Us, qui est un jeu très gourmand, et on sait très bien par contre lorsqu'on est en 4K qu'on peut aller vraiment sur des taux très forts, plus de 15 Go. Donc là on en a 16, mais la particularité c'est qu'on va être tout simplement en 1440p parce que ce n'est pas une carte qui est faite pour jouer en 4K, donc c'est son maximum. Et là je l'ai chargé vraiment en ultra, donc tout full. Et regardez bien ce que j'arrive à avoir sur la fin. Ça va être une utilisation de ma RAM de 9 Go 718 MO. Donc en soi, je n'atteins même pas les 10 Go. Alors c'est certain que vous allez trouver quelques licences de jeux qui vont aller plus loin, mais il faut savoir que ça reste quand même exceptionnel. Rares seront les titres, même très rares seront les titres qui arriveront en 1440p à aller jusqu'à 16, voire juste dépasser les 12. On est bien d'accord, c'est overkill pour ce type de carte et surtout on va parler de bus derrière. Mais avant tout ça, on va faire quand même un petit peu d'overclocking sur cette carte et on va voir ce que ça nous donne dans les jeux vidéo. Donc quel est l'upgrade qu'on peut avoir suite à cet overclocking? C'est maintenant. Alors avant de commencer l'overclocking, on va faire d'abord un petit time spy pour pouvoir évaluer le gap avant et après l'overclocking. Donc c'est parti. Donc là, je m'aperçois que sa note sera de 10 319 points. Et maintenant, on va essayer avec le petit overclocking. Voilà, et donc on est à 11 116 points. On peut dire qu'on a pris 1000 points. Donc la carte a plutôt bien réagi, hein. J'ai quasiment tout mis à full. Et on s'aperçoit que les ventilateurs n'ont jamais eu besoin d'aller au-delà des 60%. Donc là, on peut s'apercevoir que juste, il y a eu un petit peu plus de chauffe au niveau de la température du hotspot qui est montée à 90 degrés, la VRAM à 84 degrés. Alors ça peut paraître beaucoup 84 degrés quand on l'entend, mais en soi assez largement les tenir. Et le GPU était à 66 degrés, des températures largement admissibles pour de l'overclocking.
Et si maintenant on ramène ça dans la moyenne des jeux en OC, pour de la 1080p, de 94 images par seconde, je monte à 99 images par seconde, donc un 5% supplémentaire. Et en 1440p, je passe de 68 à 73%, donc soit 7% supplémentaire. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même quelques FPS à prendre, donc c'est toujours bon à prendre. Et la stabilité de la carte est relativement facile. Alors j'insiste bien, j'ai bien fait ça sur cette carte-là qui est de chez Asus, donc cette Asus TUF, qui fonctionne plutôt pas mal. Et son circuit de refroidissement permet aussi de ne pas avoir trop de chauffe. On a pu s'apercevoir que j'ai eu aussi quelques températures un petit peu fortes au niveau de la VRAM, mais sachez que pour de l'OC, ce n'est rien du tout. Ça a été stabilisé par le circuit de refroidissement. Nous allons maintenant faire le test trio que je fais à chaque fois, qui va être la consommation électrique, la chauffe et les nuisances sonores. Et c'est maintenant. Les consommations électriques en jeu, écoutez, 194 watts exactement. Donc on est au-dessus de la 7600 que j'avais mesurée à 151. On est au-dessus de la 4060 Ti, mais c'est tout à fait logique, hein. Les puces AD fonctionnent très très bien et consomment très très peu. On peut s'en rendre compte. Donc elle est en dessous de la 6700 XT et en dessous de la 3060 Ti. Bon, c'est pas alarmiste du tout, hein. Pour moi, une carte qui consomme moins de 200 watts pour faire de la 1440p, ce n'est pas dramatique du tout. Donc ça passe. Mais forcément, comparé au 4000, on voit un décalage, mais on voit aussi un décalage comparé à la 7600, mais effectivement, elle lui apporte quand même pas mal d'images par seconde supplémentaires. Donc on va faire un point température au bout d'une heure de stress test sur 3D Marks, et de là, on s'aperçoit qu'on est à 57 degrés pour le GPU, 77 degrés pour l'hotspot et 80 pour la VRAM. Ensuite, on s'aperçoit aussi que les ventilateurs n'ont jamais eu besoin d'aller au-dessus de 41%, ce qui confère quand même une certaine qualité du système de refroidissement de chez Asus sur cette carte-là. Et du coup, j'ai fait une prise de son donc à 1 mètre, mais j'ai mis les ventilateurs manuellement à 60%, car à 40% comme en jeu, j'étais très très proche des bruits que j'avais de mes autres PC qui étaient autour de moi. Donc je l'ai monté volontairement à 60, donc on arrive à 40 dB, ce qui est aussi quelque chose de plutôt pas mal, dans des conditions d'été plutôt, car actuellement, pour pouvoir faire tourner donc les ventilateurs à 40% avec ces taux de température, j'étais dans mon atelier avec une température ambiante de 21 degrés. Alors sur ce trio de tests, cette Asus TUF se démerde plutôt pas mal, hein, voilà, je pense qu'on est bien. En termes de chauffe, on a pu s'apercevoir qu'effectivement, elle est quand même maintenue. On a vu aussi dans les tests auparavant, on osait un petit peu de hausse au niveau de la VRAM, mais il faut savoir que c'est largement admissible pour ceux de la VRAM, surtout en OC, hein, effectivement. Et le système de refroidissement pour 200 watts que vous voyez ici de chez Asus TUF fonctionne plutôt très bien. Donc maintenant, on va parler de la conclusion. Ah là là, écoutez, c'est quand même une conclusion un peu confuse et mitigée. Parce que tout simplement, il y a des choses qui sont moyennement bien et des choses qui sont bien. On va commencer par les points négatifs. Premièrement, est-ce que cette carte a vraiment besoin de 16 Go de VRAM? Clairement pas. Voilà, clairement pas. J'ai pu le démontrer effectivement. Si vous n'allez pas attaquer des gros jeux AAA en 4K, effectivement, ou très mal optimisés aussi, hein, mais en tout cas en 4K, clairement la VRAM, vous n'allez pas aller jusqu'à vos 16 Go. C'est clairement impossible. Maintenant, on a pu s'apercevoir que j'étais à 9 Go et des bananes sur donc Last of Us. Donc effectivement, 8 Go ça aurait été juste. Hein, mais pour moi, c'était peut-être une carte qui aurait pu offrir 12 Go et ça aurait largement suffi. Et plutôt ramener donc ces gigas-là donc en moins, de pouvoir descendre son prix. Parce qu'on va parler justement de son positionnement tarifaire comparé à la concurrence et à d'autres modèles. Et vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, le défaut que je lui trouve, c'est son bus de 128 bits. Je le trouve vraiment juste, voilà. Alors AMD dit que c'est compensé par un cache qui s'appelle l'Infini Cache, donc en version 2 d'ailleurs, qui fait que il compense un petit peu ça. Je n'ai pas pu le tester malheureusement. Est-ce que j'aurais pu avoir plus de FPS par contre avec un bus légèrement plus grand? Il est possible qu'en 1440p, oui, il est possible que chargé en ultra, j'ai réussi à avoir quelques FPS supplémentaires. Bon, ça change rien
que effectivement on a de la RAM qui est à 16 Go dont je n'aurai pas forcément l'utilité en gaming. En plus, comparé à ce beau volume de RAM, derrière, j'ai un bus qui est relativement restreint. Donc ça, c'est les défauts que je peux trouver à cette carte. Et le prix, eh bien c'est simple, cette carte aujourd'hui on peut la trouver, donc elle vient tout juste de sortir, 368 € le moins cher, 369, 370 et plus sur des customs. Il faut savoir que cette custom est aux alentours de 449 € tout simplement, mais partons déjà sur les prix les moins 10 ans. Sur ces prix les moins 10 ans, on va mettre une petite moyenne de 370 €. Voilà, on va dire c'est les prix les moins 10 ans, vous pouvez l'avoir à 368, 369, mais partons sur 370. Et en face, vous pouvez avoir une 6700 XT actuellement sur le marché aux alentours de 330 €, 320 € même j'ai vu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un décalage. Mais alors pourquoi choisir ce modèle étant donné que la 6700 XT, on a pu se rendre compte, est plus performante et pas de peu finalement dans les jeux vidéo. Donc pourquoi choisir cette carte aujourd'hui dans le gaming? C'est un petit peu compliqué, on va parler sur la conclusion finale, mais en soi, l'autre est plus performante, l'autre est moins chère. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de plus? C'est tout simplement 4 Go de VRAM supplémentaires qui en jeu à l'heure actuelle ne servent pas à grand chose. Nous allons maintenant passer au point positif. Et le premier point positif, ça va être le Fluid Motion Frame. Et ça, c'est AMD en général. Et ça va être aussi compatible avec les 6000 et les 7000. Donc la 6700 XT sera la même forcément. Mais en soi, elle est compatible. Ça fonctionne très très bien sur cette carte graphique. J'ai pu m'en apercevoir. C'est une technologie que je mets vraiment en avant. Et ce qui est plutôt énorme avec cette technologie, c'est que c'est compatible sur tous les jeux. À partir du moment où vous avez DirectX 11 ou 12 sur votre jeu, ce sera compatible. Donc ça sera même pas au niveau du menu de jeu, ça va être directement sur Adrenaline, là où vous pouvez l'activer ou pas. Et là, ça fonctionne vraiment très bien et très très fort. J'espère bien entendu avoir une petite amélioration visuelle dans les mois à venir, mais en tout cas, ils ont fait très très fort là-dessus. Alors ce ne sera plus comme le DLSS, c'est-à-dire ça va plus être open source, c'est-à-dire comme des cartes Nvidia, les 3000 qui avaient accès au DLSS, et là ils n'auront pas accès à ce Fluid Motion Frame parce que ce sera vraiment au niveau d'Adrenaline. Donc là, ça sera fermé cette fois-ci et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on va arrêter aussi de bosser pour les verts. Sachez que c'est déjà vachement bien que le DLSS fonctionne aussi sur les 3000 ou les 2000 par exemple. Donc voilà, c'est déjà pas mal non plus. On va peut-être pas exagérer, je ne leur en voudrais pas du tout à ce niveau-là. Autre point positif, ça va être donc les sorties en DisplayPort en 2.1. Donc eux, ils l'ont, c'est plutôt pas mal malgré ce segment de petites cartes. Mais en tout cas, elle est là. Elle est présente et voilà, voilà les points négatifs, voilà les points positifs. C'est pas non plus extraordinaire, mais elle mérite d'être. Et là maintenant, vous allez avoir mon avis au-delà de ça. Mon avis, cette carte est, disons-le, 50 € trop cher. Pas 30, pas 40, 50. Cette carte devrait être aux alentours de 310 €, 320 €, car tout simplement, dans son segment, on a un propre modèle de chez AMD qui s'appelle la 6700 XT et qui est en stock quasiment partout. Et vous pouvez l'avoir donc pour moins cher que celle-ci. Ça, c'est compliqué, les gens se dire, je vais payer plus et j'aurai moins de perf, mais bon, j'aurai une nouvelle génération. Je sais pas, c'est possible, il y a un petit peu de tout dans les consommateurs. Moi, j'aurais quand même beaucoup de mal, et je vous le dis, donc du coup, c'est pas validé auprès de l'atelier. Cette carte aujourd'hui aurait dû être un peu moins chère. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on a mis de la VRAM pour mettre de la VRAM. Voilà. C'est-à-dire qu'on se rend compte bien effectivement que Nvidia, sur leurs cartes, sur certains segments de leurs cartes plutôt, il leur manque de la VRAM. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit. Et là, comme contrebalancement, j'ai l'impression que AMD dit, maintenant, on va rajouter plus de VRAM. Alors, c'est très bien, forcément, mais il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Déjà, il n'y a pas forcément de cohérence avec ce bus-là de 128 bits. Et secondo, on ne joue pas en 4K, donc je ne vois pas la cohérence. Sauf, bien évidemment, si vous allez prendre certains logiciels professionnels qui vont aller un petit peu plus sur la charge de VRAM et aussi de l'IA beaucoup plus complexe. Mais à ce moment-là, si vous allez faire de la charge professionnelle,
pourquoi s'orienter sur cette carte? Généralement, ceux qui vont s'orienter sur le professionnel vont pas forcément aller sur ce segment de carte. Ils vont aller sur des segments supérieurs. Surtout que les professionnels, généralement aussi, payent leurs produits hors taxe. Donc finalement, ils ont aussi moins 20%. Ils peuvent aller dans des gammes supérieures finalement. Donc, pour moi, ces 16 Go de VRAM sont un peu overkill. On aurait pu être à 12 Go de VRAM, ça aurait largement fait le taf et descendre un petit peu ce prix. Alors en soi, quelques VRAM supplémentaires, ce n'est pas énorme financièrement, bien entendu, mais si ça peut aider à faire descendre le prix, pourquoi pas finalement? Parce qu'il faut quand même situer cette carte. Là, on a une carte qui quand même fonctionne bien. Voilà, on a une carte qui est sympa, elle rentre dans son créneau et on s'aperçoit qu'elle fait quand même beaucoup mieux que l'ancienne 7600. Donc il y a quand même effectivement un gap, malgré que les specs sont quasiment les mêmes, malgré quelques changements effectivement, comme vous pouvez le voir sur la VRAM, mais en soi, il y a quand même un gap supérieur. Donc c'est plutôt pas mal, on a quelque chose de supérieur. Mais j'espère assez vite, effectivement, une baisse de prix. Il faut savoir que sur un modèle comme vous voyez ici, on est plutôt aux alentours de 449 €, 450 € suivant les boutiques. C'est les prix conseillés en tout cas par Asus, les prix que je vous donne actuellement. Je distingue toujours le prix des customs avec les prix des cartes un petit peu moins disantes ou les prix MSRP aussi, forcément. Parce que lorsque vous achetez une custom, vous achetez logiquement un circuit de refroidissement qui est meilleur, vous achetez aussi un esthétisme, vous achetez aussi une marque. Donc on ne peut pas trop distinguer les choses finalement. Moi personnellement, je vous le dis, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de prendre une 1600 XT. Malheureusement, parce que je vous avoue que c'est moi qui étais demandeur pour pouvoir avoir cette carte entre les mains afin de pouvoir la tester. Parce que je me suis dit, enfin une petite carte bien sympathique qui va sortir, voilà, pour faire du 1440p, pour faire de la 1080. On va pouvoir faire des builds moins 10 ans, c'est-à-dire que vous allez voir d'ailleurs, il y a un prochain processeur que je vais essayer qui est aux alentours de 250 € et vous allez voir que vous allez pouvoir jouer tout simplement à tout. Donc faire des configs avec ce processeur-là, avec ce type de carte graphique, on va pouvoir se faire des petites configs qui fonctionnent du coup très bien et pas trop cher. Donc c'était juste parfait. Ouais, c'était ce que je pensais, voilà. Donc attention, ne pas se méprendre sur ce que je dis. Ce n'est pas une mauvaise carte, sauf que dans son segment, il y a une carte du même fabricant qui est le 6700 XT qui est plus puissante pour moins cher. Et c'est là où je ne comprends pas du coup la politique du positionnement tarifaire, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que j'ai été assez bref, assez concis. Je sais que c'est toujours des vidéos longues. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo. Au moins, je saurai qui reste jusqu'à la fin. Un petit like, ça aide toujours la chaîne à avancer. Je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo, la 4080 Super. À plus!